Oui, bah, écoutez, bonjour à tous. Je vais rapidement passer la parole à Anne-Laure, en fait, parce que Ok. La bonne nouvelle du matin, c'est que mon nez est un peu plus débouché que ce matin, mais je fais un peu de l'apnée en parlant, là. Donc, Anne-Laure, je te laisse la parole, je suis désolé. Je Pas de couperai la souci. caméra alors qu'il faudrait que je me mouche, désolé. Hein, voilà. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on est sur une des dernières conférences du mois de l'innovation publique que l'on a organisée conjointement cette année avec le Conseil régional et le Centre national de la fonction publique territoriale. Voilà, on a un certain nombre d'événements organisés pour l'ensemble des agents publics. Et nous avons souhaité avoir le regard de sportifs de haut niveau pour pouvoir faire un parallèle entre le handicap et la prise en compte des singularités des uns et des autres dans un collectif avec la gestion d'une équipe et le management d'une équipe. C'est pour cette raison qu'on a fait appel à Sébastien et Charles. Et donc, je leur laisse la parole. Merci bien, Laure. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je vais vous partager l'écran pour le démarrage. J'avoue que j'ai une petite passion pour une vidéo qu'on souhaitait vous partager avec Charles. Alors, tac. Est-ce que vous avez l'écran plein? Pas plein. Maintenant, c'est bon? Vous avez l'écran. Allez, j'espère que ça va fonctionner. J'aurais pas le choix, je vais devoir faire un temps. Je pense que c'est vrai que les femmes devraient rester à la maison. Je parle pas pour toi. Si les femmes ne travaillaient pas, il y aurait plus de chômage. Regarde avant, elles ne travaillaient pas, il n'y a pas de problème. Une bonne guerre, il n'y a que ça de vrai. Je suis sûr que l'économie repartirait. T'as déjà vu ses yeux? Marie, elle s'est plainte d'harcèlement sexuel. Ah, elle le cherche. Elle rentre au bureau, tous les mecs d'un coup de... je trouve. Et on parle du chômage. Cet homme est une personne handicapée. Il y en a qui en profitent à fond. Mais avant tout, cet homme est un con. Les personnes handicapées sont des femmes et des hommes comme les autres. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a détendu. La deuxième, on en discutera après. Deuxième. Voilà pour la petite séquence vidéo. Hop là. Alors, j'espère que vous avez un peu compris les messages. J'imagine que oui, mais j'avoue mettre ces deux vidéos sur toutes les formations que l'on organise et sensibilisation parce qu'elles nous touchent de manière directe. Charles en parlera aussi bien mieux que moi. Je pense qu'elles en disent beaucoup. Alors en fait, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, Sébastien Messager, donc je suis cadre technique, je suis conseiller technique au ministère des Sports, de l'Éducation nationale maintenant. Je suis depuis maintenant 17 ans conseiller technique à la Fédération française handisport. Dans une première partie de ma vie, j'ai géré tout le développement de la pratique sportive pour les très grands handicaps. Puis, j'ai accompagné l'équipe de France paralympique de tennis de table sur 3 Jeux paralympiques. Et puis, depuis quelques temps maintenant, je suis en charge du développement et depuis peu, le développement de tous les publics sourds en France.
Donc, je vais laisser Charles aussi se présenter. Vas-y, Charles. On ne t'entend pas. Oui, excusez-moi, je voulais juste faire un petit truc. Je vous partage tout de suite quelque chose qui va pouvoir introduire mon intervention, ma petite présentation, parce que je pensais que c'était chargé et ça n'a pas chargé. Excusez-moi, une mini-seconde, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, Charles. Non, pas encore. Pas encore, ça arrive. Attends. Tac, c'est bon. Ouais. Ça arrive, ouais. Comme ça, je vous laisse comprendre. Mince. Vous avez le son? Non. Vous n'avez pas le son? Non, pas encore. Charles, pour avoir le son, il faut bien, quand on partage son écran, mentionner partager l'audio. Je ne sais pas si ça peut aider. Je sais pas. J'ai partagé l'audio, mais OK. bon, bah, c'est pas grave. C'est un plantage, mais c'est pas grave, ça arrive. En gros, je voulais vous montrer ma course. Mais je vais annuler tout ça parce que ça ne sert à rien. Ça ne partage pas. Et si vous n'avez pas le son, ça n'a aucun intérêt parce que ce qui est super important dans cette course, c'est les commentaires d'Alexandre Boyon qui sont assez extraordinaires. Mais voilà, donc je voulais vous partir de cette vidéo pour vous montrer, voilà, j'ai eu la chance d'être champion paralympique à Londres en 2012. Mais en fait, je me présente en partant de bien avant puisque c'est né d'un rêve. Un rêve quand j'étais petit, je voulais être champion olympique de natation puisque j'étais tout à fait valide. Et donc, j'ai tout fait pour l'être. J'ai été en sport-études au collège. J'ai été au lycée, au Pôle Espoir. Donc, j'ai bien connu le monde valide aussi et le management du monde valide. Et puis, j'ai eu un accident de moto en 2008. Un accident de moto alors que je rentrais du travail la veille de vendre ma moto puisque j'avais repris la compétition de très haut niveau après un premier arrêt. Et alors que je commençais de tutoyer les étoiles dans le sport valide, puisque j'étais presque aux portes des Jeux valides, j'ai eu cet accident de moto qui m'a paralysé le bras gauche. Et donc voilà, aujourd'hui, je nage avec un seul bras. Et donc c'est ça que je voulais vous montrer sur cette vidéo, puisque j'ai connu l'accident de moto, la fracture ouverte de l'humérus, puis dans un deuxième temps, appris finalement que j'avais un plexus brachial. Un plexus brachial, c'est des nerfs qui sont arrachés au niveau de la moelle épinière. Donc les nerfs qui s'insèrent de la moelle épinière sur le bras et qui innervent tout le bras ont été arrachés. C'est le même handicap que Jamel Debbouze, pour ceux qui le connaissent. Et donc voilà, cet accident m'a amené à forcément aller d'abord à la rééducation. Et la rééducation m'a amené à la natation, puisque quand j'ai fait ma rééducation avec mon kiné, celui-ci m'a dit ça serait beaucoup plus intéressant pour toi d'aller un petit peu en piscine, ça sera beaucoup plus agréable. Vous savez, dans l'eau, on a plus de facilité à bouger. Et après un traumatisme comme ça et un accident, c'était important de pouvoir aller dans l'eau pour pouvoir être mieux et plus à l'aise pour pouvoir bouger. Et puis, alors que je suis dans le petit bassin en train de bouger mon bras comme ça, il y a des petits jeunes qui passent sur le bord du bassin et qui me disent « Regardez, c'est Rozoy. Qu'est-ce qu'il était bon avant, maintenant il est foutu, il fait de l'aquagym. » Et donc voilà, ça a été un choc pour moi. Je suis sorti de l'eau et je leur dis « Mais vous ne pouvez pas dire ça. » Et là, ça a été, je leur dis « Venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. » On a fait une course. Je leur ai mis une tôle sur 25 mètres. Bon, il faut dire qu'ils avaient 5 ans. Et donc, ce n'était pas une victoire, mais une petite victoire pour moi. Et puis, ça a été le début de quelque chose, puisque mon coach est venu me voir et il me dit « Mais plutôt que de t'entraîner comme ça dans le petit bassin, tu pourrais venir nager. » Et là, je lui dis « Mais moi, j'ai toujours nagé pour être champion. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un seul bras ?» Et puis, il me dit « Tu pourrais faire du handisport. » Et je le regarde et je lui dis « Le handisport, c'est pour les handicapés. » Et donc là, ça a été ma première réponse. Et lui me dit très simplement « Écoute, Charles, réfléchis à ta réponse et reviens me voir. » Et donc voilà, ça a été finalement un déclic, puisque lui est venu me voir. Et je suis revenu le voir quelques jours après. Je lui ai dit « Écoute, je ne pourrais plus être champion olympique, mais je vais être champion paralympique. » Et puis Seb le sait bien, puisqu'on se connaît depuis maintenant longtemps, mais j'ai tout de suite plongé dans le bassin en tant qu'athlète paralympique. Je me suis entraîné. On est en 2009, donc 6 mois après mon accident. Je deviens champion de France du 100 mètres papillon.
Dans la foulée, je continue, champion de France. Fin de l'année, je deviens champion d'Europe, champion du monde. Et puis enfin, 3 ans après, en 2012, à Londres, je vais devenir champion paralympique. Donc voilà, finalement, mon histoire résumée d'athlète. Et puis en dehors de ça, c'est entre 2012 et 2016, j'ai voulu devenir autre chose que juste un athlète. Donc j'avais déjà monté une société de conférences, mais j'ai continué de me développer dans le coaching et dans la formation. Et donc aujourd'hui, je suis coach en développement personnel. J'accompagne notamment beaucoup de chefs d'entreprise voilà, dans la gestion de leurs projets et le dépassement de leurs difficultés. Et voilà, j'ai été certifié par HEC. Je suis aussi, j'ai été conseiller de la ministre des Sports en charge de la stratégie nationale du sport handicap pendant 1 an. Et maintenant, j'ai arrêté un petit peu toutes ces activités pour retourner dans le bassin parce que c'est quand même vachement plus drôle de nager. Ça me permet de dire je peux pas, j'ai piscine quand je me lève et que j'ai pas envie d'aller en réunion. Voilà. Merci Charles. Donc vous avez vu un peu le parcours de Charles qui n'est pas un parcours atypique dans le sens où beaucoup de sportifs et sportifs chez nous ont les mêmes profils. On en reparlera si vous le souhaitez après. En fait, moi, ce que je voulais surtout intervenir, donc maintenant, c'était un peu la commande de départ sur le management. Et alors, ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas une recette, c'est ce que nous appliquons en tout cas dans le monde du sport de haut niveau, dans le handicap avec plus de spécificité, étant donné qu'on joue plus sur la singularité de la personne. Et c'est un petit peu le leitmotiv de ce temps-là. C'est-à-dire que l'important pour nous, c'est la personne et voir comment on peut développer toutes les qualités de cette personne avec les différentes personnes qui gravitent autour de lui. J'ai eu la facilité de faire cette passerelle étant donné que j'ai eu le plaisir de travailler en collectivité territoriale pendant quelques années. Donc, j'ai pu faire un petit peu le lien avec tout ce qui s'est passé à l'époque et tout ce qui se passe maintenant. Je vais quand même vous présenter pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Dans le milieu du sport et dans le milieu d'une fédération, vous avez déjà la difficulté, mais un peu comme on le vit dans les collectivités, d'avoir des élus et des salariés. Donc, cette mixité déjà, elle amène des débats, des conflits, il faut le dire ouvertement. En tout cas, pour nous, il y en a de manière régulière, des difficultés de prise de décision et d'avancement de projet. Donc, mais malgré tout, c'est une réalité du moment. Et dans notre fédération, la fédération handisport, c'est une fédération qui reste encore une fédération non professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des élus au comité directeur, une présidente élue et bénévole. Et d'un autre côté, il y a toute une direction technique nationale avec des cadres d'État comme moi, détachés par le ministère des Sports, mais aussi des cadres salariés. À l'intérieur, bien évidemment, il y a tout un réseau de personnes sur les territoires qui développent aussi la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Tout ça pour vous dire que malgré ce qu'on pourrait imaginer, notre fonctionnement, si on fait une passerelle, il est quand même un petit peu identitaire à ce qui se fait sur les collectivités territoriales et locales. En ce qui concerne les disciplines, nous avons aussi des acteurs qui arrivent de plus en plus et des acteurs financiers. Et toutes ces personnes jouent sur le fonctionnement du sportif. Je vous donne l'exemple que Charles pourrait expliquer un peu mieux. Au jour d'aujourd'hui, un sportif de haut niveau comme Charles est accompagné, comme vous l'avez entendu, par un coach, mais il est aussi accompagné par un préparateur physique, un préparateur mental, peut-être des ostéos, un diététicien, mais aussi au-dessus de lui, il a un manager de la discipline. Au-dessus de lui, le manager de la discipline, il a un responsable de la haute performance à la fédération qui est lui-même chapeauté par le directeur technique national, qui lui prend aussi des missions auprès de la ministre des Sports. Et en plus de ces entités, il y a l'Agence nationale du sport, une nouvelle entité qui est créée depuis peu, qui vient un petit peu accompagner tout ce système français dans le sport français avec des aides financières non négligeables. Et cette Agence nationale du sport amène aussi un accompagnement particulier à ces sportifs. Tout simplement, je voulais juste vous montrer un petit peu la structure générale du sport en France actuellement, qui est malgré tout très complexe, avec des multi-acteurs, multi-managers. Tout le monde veut prendre sa place. Et la plus grande peut-être des difficultés, si on peut faire le comparatif avec le monde de l'entreprise ou le monde du service public, c'est que vous êtes jugé seulement sur un temps. C'est-à-dire que pendant 4 ans, vous pouvez travailler, vous pouvez être le meilleur manager du monde.
vous ne serez jugé que sur les résultats des Jeux paralympiques. Et ça, c'est peut-être la plus grande des difficultés pour nous, managers. Je vous l'expliquerai ensuite par rapport à mes 2 expériences sur les Jeux de Londres et les Jeux de Rio, mais où sur la première expérience, nous avons fait beaucoup de médailles, pas assez de médailles d'or, et nous avons été lourdement critiqués alors que ça se passait très bien. Et la deuxième partie où nous avons accompli les résultats escomptés, mais où le groupe a explosé en fin de jeu. Et donc, tout ça pour vous expliquer que la difficulté dans le monde du sport, c'est vraiment l'évaluation finale que vous avez sur les médailles d'or seulement en plus. Les médailles d'argent et les médailles de bronze ne sont quasiment pas comptabilisées dans les différents résultats et stratégies derrière. Charles, est-ce que tu veux compléter? Par rapport à ton environnement surtout. J'étais en train de répondre à la demande qui m'était faite en ligne de mettre le lien de la vidéo. Et donc, effectivement, je préviens, je mettrai le lien de la vidéo dans le chat, ce qui permettra d'avoir à tout le monde l'accès à cette vidéo. Merci, Charles. Effectivement, ce qu'il faut voir, et tu l'as très bien résumé, c'est qu'on a un entourage qui est multidirectionnel et surtout qui est compliqué à gérer. C'est-à-dire que je vais vous parler de ce que je vis maintenant, mais qui était exactement la même chose que ce que je vivais avant. Je m'entraîne au quotidien avec un entraîneur qui s'appelle Régis Gauthier, qui est l'entraîneur qui m'entraîne dans la natation. Donc, c'est lui de lui que je vois tous les jours et qui, au quotidien, pilote mon entraînement. Mais cet entraîneur-là, il travaille, et je travaille aussi avec un préparateur physique. Ce préparateur physique doit travailler avec l'entraîneur, mais il a ses directives spéciales, puisqu'il m'entraîne aussi au quotidien, donc il faut vraiment coordonner tous leurs travaux. Mais avec ça, il y a un préparateur mental à côté, j'ai un hypnothérapeute aussi, j'ai un kinésithérapeute, j'ai des ostéos, effectivement. Donc, il y a vraiment tout un staff et tout le monde. L'objectif, c'est de faire rencontrer tout le monde et de faire coordonner tout le monde pour que les soins aillent avec la performance, mais tout aille avec la performance sans qu'aucun n'interfère, excusez-moi, je perds mes mots, n'interfère avec, il faut juste comment je sors de ma piscine, je crois, là, n'interfère avec l'autre. Donc, c'est ça le plus compliqué. Et puis ça, c'est mon staff direct. Mais tu l'as très bien dit, Sébastien. Après, il y a tout le staff équipe de France. Et le staff équipe de France ne me voit finalement que 3 fois par an ou 4 fois par an. Et pourtant, c'est avec eux que je vais aller dans les plus grandes compétitions internationales et qui vont, dans les moments essentiels, devoir être à mes côtés. C'est-à-dire que je n'emmènerai pas mon entraîneur personnel, je n'emmènerai pas mon préparateur physique, je n'emmènerai personne. Et tous ces personnes reçoivent aussi des directives de la fédération et d'au-dessus du ministère qui ne sont pas les mêmes directives que ce que nous, athlètes, on veut mettre en place. Donc, ça crée un désordre dans le management qui est compliqué. Et c'est ça qu'il faut essayer de stabiliser tout au cours de l'année. Et puis après, tu l'as très bien dit, mais je voudrais revenir là-dessus, on est jugé sur une seule chose, c'est les résultats à la fin de l'année. Et ça, c'est très compliqué dans le sport et aussi pour le sportif. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. J'ai été champion paralympique en 2012. En 2016, je suis 4e. Je m'arrête en 2017. Je reprends ma carrière en 2020. Je suis nobody. Je suis personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reviens, je dois tout recréer. Et on en parlait juste avant dans la salle où on était tous les deux en solitaire avec Sébastien. Il me dit comment ça va, les sponsors, les partenaires, etc. Je dis bah, écoute, il n'y a personne. Et il me dit oui, mais quand tu auras de nouveau des médailles, eh ben, ça marchera. Et effectivement, il faut d'abord prouver. Et le travail n'est pas suffisant. C'est-à-dire que j'ai beau m'entraîner 6 ou 7 heures par jour et montrer que l'investissement est là, il faut des résultats pour pouvoir obtenir les moyens de s'entraîner mieux. Et c'est ça qui est très compliqué et que Sébastien va pouvoir continuer de développer par la suite. Dans la continuité, alors je vais essayer de revenir un petit peu sur le management parce que c'était quand même le cœur du sujet. Je vous donne aussi l'exemple de choses qu'on ne voit pas de l'extérieur. Par exemple, qui résume un peu ce que vient de dire Charles. En handball, vous connaissez tous le handball, ils ont été champions olympiques en filles et en garçons. Par exemple, l'ancien entraîneur qui s'appelle Onesta, qui est maintenant responsable de l'Agence nationale du sport, c'était le manager principal de cette équipe, c'était le grand patron de cette équipe. Et finalement, à sa retraite, on s'est aperçu qu'il avait un style de management assez particulier, qui lui convenait très bien, qui convenait à l'équipe parce qu'il l'a gagné à maintes reprises, mais un petit peu comme je vous présenterai après, qui a
qui a créé des difficultés avec son adjoint. Et finalement, on s'est aperçu qu'il avait un management assez directif, que c'est son adjoint qui créait tout, qui faisait tout en fait pour lui, qui préparait les séances, qui préparait tout ensemble. Et lui venait au dernier moment demander la séance et faisait ça. Donc en fait, il avait juste un leadership naturel qui était tellement prégnant qu'il était tout de suite en avant par rapport à son entraîneur adjoint, qui lui était vraiment la personne qui créait tout, qui construisait tout, qui calculait tout, qui maîtrisait tout, la vidéo et tout le reste. Et de l'extérieur, dans le monde du sport, on le savait un petit peu, mais de l'extérieur, on ne le voyait pas beaucoup. Et c'est vrai que ça s'est su après. L'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est le plus grand directeur, l'un des meilleurs directeurs techniques nationaux qui a été en place, c'est en athlétisme. Et la personne qui était en place, il s'appelait Gany Yalouz. Il n'était pas du tout athlète. Il était champion de lutte. Et Gany Yalouz, en fait, il a été aussi un très, très bon manager parce qu'il avait la capacité à développer les compétences de ses collaborateurs les plus proches. Et c'est ça qui a fait fonctionner cette fédération pendant quelques années. Il avait su les mettre en avant, en compétences. Il avait la capacité à boire des canons, surtout, non? Et à faire vivre des bons canons. Il être très bon dans la communication, mais c'est vrai que c'était un homme qui était doué pour ça. Tout ça pour vous expliquer que dans le monde du sport, beaucoup de managers existent. Les managers correspondent souvent à leur personnalité du moment. Je vais donner après ce qui s'est passé directement pour nous sur certains sportifs, et vous allez voir que c'est vraiment prégnant et de plus en plus. Surtout que, comme le disait Charles maintenant, la durée moyenne d'un manager est 2 ans dans une équipe de France. Donc, vous allez comprendre qu'en 2 ans, vous n'avez pas le temps de faire grand-chose. En 2 ans, vous devez avoir des résultats et vous êtes encore jugé sur des résultats finaux sur une compétition majeure. Et donc, quasiment, vous n'êtes en rien la résultante des résultats. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une médaille d'or derrière et n'avoir rien fait en amont, mais vous êtes jugé sur ceci. Alors, je voulais vous mettre, je vais essayer de repartager mon écran. Tac. Partage d'écran. Normalement, c'est bon. Le partage est réalisé. OK. Je voulais maintenant vous parler un peu c'était ce qui a un peu demandé, c'est le style de management que j'ai proposé, moi, pour les équipes de France de tennis de table, pour les Jeux de Londres et les Jeux de Rio. Alors, pour vous expliquer un petit peu le challenge, le tennis de table dans le milieu paralympique, c'est à peu près 25 à 30 sportifs sélectionnés pour les Jeux, dans 10 catégories de handicap différents, des catégories fauteuil et des tétraplégiques, des paraplégiques, des IMC, des amputés, des malmarchants, filles, garçons. Donc, à peu près une trentaine de sportives, et à peu près une dizaine de staff qui gravitent autour de cet environnement-là. Pour préparer les Jeux de Londres, nous avions décidé, et j'avais décidé avec le staff, de travailler purement sur les sportifs avec chaque singularité. C'est-à-dire que nous prenions en compte chaque singularité de sportif, sa personnalité, comment il travaille, est-ce qu'il avait de la disponibilité, sa vie personnelle. Nous avions l'idée de les avoir vraiment au quotidien avec un stage tous les mois, etc., etc. Donc là, l'objectif, c'était de travailler sur nos sportifs, de les accompagner au mieux et d'essayer de créer un climat apaisant pour essayer de réussir à Rio. Je vais faire court. La finalité des Jeux de Londres, La finalité des Jeux de Londres, c'est que les 80 premiers pourcentages de médailles ont été à gagner très, très rapidement. La France a été portée par le tennis de table parce que nous avions beaucoup de médailles, mais malheureusement, la finalité était mauvaise car aucune médaille d'or. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes jugé seulement pour les médailles d'or. Donc, en interne, nous avions fait vraiment les meilleurs résultats que nous pouvions faire. Un état d'esprit fabuleux, la France qui gagne tout le temps. Nous rentrions dans la salle, vraiment, nous étions les bêtes noires à battre. Et en interne, donc, aucune médaille d'or. La finalité, à cause de cela, la France dégringole au 13e rang mondial. Et donc, les Jeux de Londres sont une contre-performance flagrante pour l'État. Et donc, on est lourdement critiqué et on nous demande de faire des changements.
Donc, vous avez vu une première stratégie managériale qui est basée sur la personne, l'accompagnement de la personne, le bien-être de la personne, et puis des résultats qui sont de l'extérieur médiocres, mais de l'intérieur très, très bons. Suite à cela, étant donné que le management était cohérent à l'intérieur, nous avons décidé de changer un petit peu et d'adapter notre approche. Et là, moi, j'ai fait un petit virage un petit peu particulier. C'est moi qui ai souhaité être accompagné par un manager particulier. Donc, j'ai été manager général de cette équipe et j'ai souhaité prendre un manager spécifique pour m'accompagner, pour manager mon staff. Et donc, pendant les 4 années qui ont été là, de 2013 à 2016, mon objectif était simplement de faire monter en compétence mon staff technique. Et je n'étais plus du tout présent avec mon staff sportif, avec mon équipe sportive. C'était un choix un peu particulier, mais c'était un choix voulu pour que je puisse, prendre une vraie distance avec les sportifs, 2, pouvoir dire les choses ouvertement à certains sportifs, ce qui n'était pas le cas en amont. Et j'avoue que c'était très utile par rapport à ce que vous allez comprendre. Et donc, pendant 4 ans, j'ai préparé avec une personne que je vous citerai tout à l'heure, qui s'appelle François Ducasse, que je vous expliquerai, une stratégie managériale basée sur l'accompagnement de mon staff, mais sans jamais trop le dire. Alors, je vais vous montrer sur l'image suivante ce qui a été fait. Nous avons mis en place une stratégie qui s'appelle le bien mal joué. Alors, si vous pratiquez le sport, vous allez lire ça, c'est assez difficile à comprendre au départ. On se dit le bien mal joué. Ça, c'était notre stratégie tout au long des 4 ans. Et c'était ce qu'on avait essayé de faire ancrer à nos sportifs. Le bien mal joué pour nous, c'est gagner un match en jouant mal. Et c'était vraiment la stratégie du moment. Si on fait la passerelle dans le monde du travail, ça peut être exactement celle-ci. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un objectif, le réaliser, ne pas être content de soi, ne pas être heureux de ce qu'on a fait, mais finalement, le résultat est là. C'était ce qu'on souhaitait en fait. Et on souhaitait vraiment ancrer ça dans la tête de nos sportifs. C'était de dire, vous allez dans une compétition, l'objectif, c'est de le gagner, c'est de gagner cette compétition. Peu importe comment vous jouez, peu importe comment vous allez le faire, avec qui vous allez le faire et comment vous allez le faire, l'objectif, c'est de gagner. Et d'accepter cela. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape a été de faire un travail sur la fusée que vous voyez sur votre gauche. Ça, c'est le travail que j'ai fait avec le staff. Avec le staff, on est parti sur l'idée comment on peut gagner un Rio. Et donc, on s'est mis autour d'une table tous ensemble et on a projeté ça en faisant des dessins. C'était ce qui m'était proposé par le manager général. Et donc, on s'est tous posé des questions. Donc, vous voyez un petit peu, la Lune, c'était Rio. On était tous dans la fusée. On était les 40 sportifs, le staff. Et puis, on se posait plein de questions. Comment on peut trouver du plaisir ? Allô, la Terre, qui c'est qui peut nous aider ? La Terre était très loin de nous. On était loin parce que c'était les Jeux de Rio, donc on était vraiment loin de beaucoup de monde. Comment on peut profiter de ça, etc., etc. Donc, on est parti de cette slide-là. Et vous avez vu, il y a marqué à un moment une touche de folie. Et à partir de cette slide qui était une image émergente de mon staff, j'ai créé en off, sans le dire à personne, un deuxième temps de management. Et là, c'est le hasard des choses. Je me suis rapproché de Claudie Aigneret, qui est, peut-être vous connaissez sûrement, elle est spationaute, c'est la première femme qui était dans l'espace, donc elle est assez connue quand même. Et donc, j'ai appelé Claudie par connaissance, et je lui ai demandé de me faire des temps vidéo, des temps d'interview, parce que finalement, la passerelle entre le monde des astronautes et le monde du haut niveau était vraiment facile. Et donc, Claudie a fait beaucoup de petites vidéos pour nos sportifs et notre staff que nous avons proposées durant les Jeux de Rio. Tous les jours, il y avait une vidéo de Claudie Aigneret qui parlait de sa préparation et de ce résultat. Pour vous donner l'exemple, le plus flagrant, c'était la première fois qu'elle a été choisie pour aller dans l'espace. Elle était dans l'équipage numéro 2. Et donc, elle savait pertinemment qu'elle n'allait pas partir, sauf si l'équipage numéro 1 faisait forfait. Donc, elle s'est entraînée 6 ans en sachant qu'elle ne partirait pas. Et donc, pour moi, c'était une passerelle fabuleuse par rapport à des sportifs qui peuvent imaginer partir au jeu, mais qui finalement qui ne se sélectionnent pas au dernier moment.
Et la deuxième fois, donc, elle est partie donc, dans l'équipage numéro 1. Mais là, pareil, elle devait se préparer à l'inconnu parce qu'elle ne savait pas où elle allait aller, ce qui était aussi la passerelle par rapport à certains de nos sportifs qui ne savaient pas ce que c'était les Jeux paralympiques, qui ne savaient pas tout l'environnement qu'ils pouvaient avoir et qu'il fallait se préparer un petit peu à l'inconnu. Donc, on a préparé ensemble avec elle un petit peu tout ça. Et donc, lors des Jeux, j'ai donné une clé à chaque sportif et à chaque staff pour qu'ils puissent visionner ça. Entre-temps, avec nos sportifs, on a aussi passé un temps avec ce préparateur qui s'appelait François Lucas. Et là, c'est la vignette de droite, pour expliquer un petit peu le chemin de la victoire. Et donc, bon, je ne vais pas le commenter, mais c'était un petit peu, avec tous les sportifs, c'était de trouver le plaisir et pour aller chercher la médaille d'or qui se situait derrière les montagnes tout là-haut. Et avec eux, on a essayé de faire le parcours un petit peu. Et vous voyez que le parcours est très sinueux pour aller chercher une médaille et d'essayer de trouver du plaisir à aller chercher les médailles. Et chaque sportif, chaque sportive rajoutait son petit ruisseau pour essayer d'arriver au bout de ce projet. Le résumé un petit peu de tout ça, et je pourrais aussi vous le partager, c'est le livre de cette personne qui s'appelle François Lucas toujours. Hop, et je vous remets son live. Donc, il a créé un petit peu cet outil-là. C'est un outil que j'utilise vraiment souvent, que je donne à tous les sportifs qui sont autour de nous. C'est la carte du mental. C'est en fait tout ce qu'il existe dans le mental d'un sportif. Je peux encore donner la passerelle par rapport au manager. On pourrait imaginer la même carte pour un manager. Et c'est tout l'environnement. Je vais remettre le slide. Toc. Alors, ça va sauter. Voilà. Donc, c'est tout l'environnement qui gravite autour de nos sportifs. Vous pourrez, si vous voulez, je vous l'enverrai, vous pourrez prendre le temps. Il est vraiment passionnant. Et en fait, on l'utilise beaucoup maintenant dans les séminaires de management à l'INSEP pour tous les coachs des équipes de France. C'est un outil vraiment intéressant. C'est un outil qui est pour tous les âges, pour tous les niveaux. On utilise ça pour les jeunes qui viennent à l'INSEP, pour les plus anciens. Et donc, grâce à ça, en fait, on arrive à proposer des schémas un peu spécifiques de management. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va dans le management directif? Est-ce qu'on va dans le management participatif? Voilà. Donc, il y a plein de solutions qui s'adaptent à chaque particularité. Ce que je voulais vous proposer aussi, c'était de vous dire un petit peu comment je travaillais sur ce deuxième schéma. Alors, je vais ressortir. Sur le deuxième schéma que je vous ai proposé par rapport au jeu de Rio, ma stratégie aussi, et donc elle était à distance, comme vous l'avez bien compris, c'était d'essayer d'entrevoir à quelle période les sportifs étaient les mieux à même de réussir. Et donc, à chaque fin de séance, on a demandé à notre sportif de nommer, de ressentir de 1 à 4 la séance. Est-ce qu'ils étaient très bien, pas bien, etc., etc. Donc, on avait une courbe générale de nos différents sportifs. Et selon cette courbe, on pouvait préparer les séances et adapter les séances par rapport à la personne. Dans le monde, et pour le staff, j'utilisais ceci, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des cartes de photolangage. On l'utilise beaucoup, c'est très, très à la mode, bien évidemment. Et donc, on a intégré ça aussi pour nos staffs et nos sportifs, parce que, comme vous le savez peut-être, dans le monde du handicap, il y a vraiment des spécificités qui sont liées aussi au handicap. C'est-à-dire que certaines personnes sont, par exemple, lorsqu'on avait des personnes tétraplégiques, peuvent être plus fatiguées le matin. S'il y a un peu de chaleur, peut être plus fatiguées en fin d'après-midi, etc. Donc, on avait 2 temps de photolangage toute la journée où ils exprimaient leur ressenti et nous adaptions à cela à 100% à chaque fois au quotidien. Quand je dis nous, c'est le staff général, hein, ce n'est pas moi. Donc, voilà un petit peu le fonctionnement que l'on a eu pendant ces différentes compétitions. Et la finalité, les Jeux de Rio. Bel événement mondial. Nous réussissons à faire les 2 médailles d'or nécessaires pour que la France se classe dans le classement mondial. La finalité, elle est folle, mais elle est réelle. C'est à la fin des Jeux de Rio, tout le staff a explosé. Le manager principal qui était avec moi, mon adjoint, n'a plus revu aucun sportif. Les entraîneurs principaux n'ont plus vu aucun sportif. Tout ça parce que le climat a été propice à la médaille, le climat a été propice à la victoire. C'est ce que nous avons souhaité, c'est ce que le ministère avait souhaité, c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre. Nous avons tout fait pour cela. Nous avons été plus accompagnants de l'extérieur. Les sportifs n'ont pas vu tout ce qu'on avait préparé.
Donc, on a moins partagé, on a moins échangé sur ce versant-là. Moi, j'ai moins échangé avec les sportifs, mais on a beaucoup plus échangé entre les staffs. Et la finalité, c'est que maintenant, ce staff-là qui n'existe plus, qui a été changé à 100% pour les Jeux de Tokyo, on se revoit encore beaucoup plus à côté, on est devenus tous amis, alors que ce n'était pas le cas aux Jeux de Londres et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous expliquer, on a adapté 2 stratégies de management. En tout cas, moi, j'ai essayé d'adapter mon management par rapport aux personnes avec des moyens divers et variés, mais on a surtout essayé de travailler par rapport à la singularité de la personne et c'est peut-être ça le plus compliqué chez nous actuellement et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, en tout cas dans les différents sports. Charles, si tu veux rebondir. Oui, tout à fait. Moi, je voulais rebondir sur un point. Tu as évoqué beaucoup de choses. Moi, je voulais donner 2 exemples, des exemples concrets qui sont des faits. Il n'y a aucune attaque personnelle à chaque fois dans ce que je dis. Hein. Il ne faudra pas essayer d'interpréter en disant il peut être méchant sur une personne, méchant sur une autre personne. C'est vraiment des faits et des choses qui se passent. Vous connaissez sûrement Samy El Guedari, qui est le commentateur des Jeux paralympiques et qui était notamment victorieux à Danse avec les stars. Donc voilà, c'est devenu une star intergalactique maintenant. Ce Samy El Guedari, pour vous dire, je le connais depuis bien avant, puisque c'était mon roommate, mon compagnon de chambrée en 2012 à Londres. Mais c'est aujourd'hui le directeur sportif de la natation. Et donc, il a le même rôle que Sébastien a pu avoir lors des Jeux de Londres et de Rio. Et effectivement, on peut voir aussi à travers lui et à travers ce que vivent les sportifs avec lui. Donc, c'est mon analyse, mais c'est l'analyse aussi des sportifs qui viennent beaucoup discuter avec le vieux de l'équipe, puisque je suis, à part David Smetani, qui est beaucoup plus vieux que moi, à 34 ans, je suis un des plus vieux de l'équipe de natation. Et oui, on est tous le vieux de quelqu'un et le jeune d'un autre, vous me direz. Hein. Je suis jeune pour d'autres, mais dans la natation, en tout cas, je suis vieux. Et donc, on peut voir des styles de management qui sont complètement différents, exactement comme tu le disais, avec son adjoint, qui est Guillaume, qui l'accompagne et qui est l'entraîneur principal finalement. Et donc, on a quelqu'un qui est très technicien et on a quelqu'un qui est très humain. Alors, c'est-à-dire que Samy sait très bien parler aux sportifs, c'est très bien organiser des choses et avoir le bon mot pour pouvoir remobiliser les gens. Guillaume n'a aucune relation personnelle avec les athlètes ou qui que ce soit. D'ailleurs, il a beaucoup de mal à nouer une relation humaine avec les gens, mais est un très fin technicien, c'est-à-dire que c'est le pro de l'analyse de tout. Il nous analyse les vidéos, il envoie des PowerPoint avec 2000 analyses dedans, mais par contre, derrière, il y a 0 relation humaine. Et ce qu'on a pu voir, c'est que quand ils fonctionnent tous les deux ensemble, tout va bien, ça fonctionne, ça donne des résultats. Et pour la première fois, ce qui s'est passé, c'est qu'à Tokyo, Samy n'a pas pu être présent au bord du bassin, puisque très simplement, il commentait les jeux toute la journée, et puis surtout, il n'était pas autorisé à aller au bord du bassin et en tant que presse. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, les sportifs ont vraiment ressenti ce manque d'humanité qui était au bord des bassins. Et ce style de management qui était complémentaire s'est un petit peu effondré et a engendré de nombreuses contre-performances sur de nombreux athlètes, même si ça ne s'est pas forcément vu parce que la natation a fait pas mal de médailles. Effectivement, comme le dit Sébastien, c'est les médailles d'or qui comptent et aujourd'hui, la natation n'a pas eu de médaille d'or. Et on le voit énormément à travers ce problème finalement du manager qui était devenu Guillaume, qui était le mec qui n'était pas du tout humain, qui a su nouer aucune relation avec les athlètes. Et une fois qu'on a enlevé la personne qui avait ces relations, cette oreille, et qui avait des bons mots pour les athlètes, le staff a explosé. Alors aujourd'hui, ils sont encore en place, ils vont sûrement avoir une deuxième chance pour Paris. Ce sera à eux de trouver un équilibre. Et aujourd'hui, c'est de grandes discussions qu'on a. C'est pour ça que j'ai clairement dit qu'il n'y avait pas de jugement, puisque c'est des choses dont on parle ouvertement dans le staff. On a clairement une discussion avec Samy pour savoir comment on peut réorganiser ça et permettre de faire rentrer de nouveau un petit peu d'humain quand Samy ne peut pas être au bord des bassins. Voilà. Je pense que c'est un exemple un peu à la Onesta et à son adjoint finalement. C'est un petit peu ça, mais c'est encore très différent. C'est-à-dire que Onesta, on n'avait pas forcément le fait que son adjoint n'était pas humain. Là, on se retrouve vraiment sur le fait que le manager qui est humain, qui va savoir avoir une résonance auprès de ses nageurs, va quand même avoir une vraie confiance en eux,
eux vont avoir confiance en lui et ça va permettre de créer une équipe vraiment pointue et puis surtout de permettre à la performance. Pour compléter. Je le vois aussi, juste pour finir, je le vois aussi beaucoup avec l'entraîneur avec qui je me suis entraîné pendant 20 ans. Ça, c'est complètement une autre relation puisque ça, c'est purement personnel. Mais j'ai passé, avant de venir à Antibes et de m'entraîner avec mon nouvel entraîneur qui est Régis Gauthier, je me suis entraîné pendant 20 ans avec le même entraîneur qui s'appelle Sylvain Fréville, qui m'a accompagné durant toutes mes péripéties. Et si aujourd'hui, il ne m'accompagne plus, c'est uniquement parce que lui s'est retiré du bord des bassins. Il n'entraîne plus. Il a choisi un autre métier. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne m'entraîne pas. Mais sinon, on avait créé une vraie relation très, très forte. Et au-delà d'être mon entraîneur et la personne en qui j'avais 100% confiance, c'était un ami. Et c'est toujours un ami. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a noué quelque chose qui permettait de faire que quand j'allais à l'entraînement, je faisais tout ce qu'il me disait sans même me poser une seule question parce que j'avais 100% confiance en lui. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette relation entraîneur-entraîné est vraiment très, très importante au niveau managérial. Il y a une vraie notion de confiance et le déplacement se fait encore plus quand il y a confiance. Et donc, pour compléter un peu ce que disait Charles, le résumé un petit peu de tout ça, c'est qu'il y a une vraie évolution du monde du sport et du management du sport depuis de nombreuses années. Actuellement, la priorité, c'est le sportif et la sportive. Et tout l'environnement gravite, tout ce qui gravite autour de lui doit s'adapter au sportif. Alors, c'est peut-être un monde à part par rapport dans le monde du travail actuellement, où c'est peut-être les collaborateurs qui vont s'adapter au style de management de leur N+1, mais là, c'est quasiment l'inverse. Notre priorité, c'est le bien-être du sportif, sa réussite, et on met tout en œuvre pour réussir avec lui. L'exemple, au jour d'aujourd'hui, un sportif qui est pressenti pour obtenir une médaille va être sur une liste de haut niveau. Sur cette liste de haut niveau, grâce à cette liste de haut niveau, il peut avoir un emploi aidé, c'est-à-dire qu'il peut être dans une société, dans une collectivité détachée à 50, 100%. Il peut avoir des partenaires financiers, il peut avoir des aides dans tous les sens. Et donc, en fait, on met tout autour de lui. Si quelque chose ne va pas, on va lui acheter. S'il y a un grain de sable, on va essayer d'enlever ce petit grain de sable. Et donc, c'est les managers et tous les coachs qui gravitent autour de sportifs qui s'adaptent actuellement à ce monde-là. L'exemple que j'ai, c'est un deuxième exemple qui est important parce qu'il résume un petit peu aussi ce qui se passe. J'ai perdu son nom, le meilleur décathlonien français, Kevin Mayer. Kevin Mayer, ceux qui connaissent, le champion actuel en décathlon, il a quasiment tout gagné. Kevin Mayer se blesse avant les Jeux et du jour au lendemain, il ne peut plus rien faire, plus de perche, plus rien. Et Kevin Mayer a été toute sa vie entraîné par la même personne, coaché par la même personne, un entraîneur qui est devenu son meilleur ami, les parrains de ses enfants, etc. Et malgré tout ça, étant donné qu'il y a eu ce petit grain de sable, Kevin Mayer a viré son entraîneur, lui a demandé de partir 1 an avant les Jeux de Rio pour justement totalement changer et avoir des nouveautés, quelque chose qui lui fasse changer un petit peu pour lui faire un petit électrochoc. Donc, même si son manager était le numéro 1, le meilleur, l'accompagnant, il a quand même souhaité changer tout ça pour essayer de s'adapter. Et la finalité, c'est qu'il a été malgré tout chercher une médaille au jeu qui était quand même prévue, mais en tout cas, une belle médaille suite à une grosse blessure. Donc, tout ça pour vous dire que dans le monde du sport, malheureusement, rien n'est écrit. Les choses évoluent vite, trop vite. Ce qui est sûr, c'est que pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans les formations de managers dans le monde du sport et de l'INSEP, beaucoup de formations sont mises en œuvre sur les thématiques que vous connaissez tous, c'est mieux se connaître, comment gérer une équipe, comment gérer le conflit. Ça, c'est les 3 formations qui marchent le mieux à l'INSEP actuellement. Et tous les entraîneurs y passent, tous les entraîneurs nationaux y passent. Mieux se connaître pour mieux gérer, mieux se connaître pour la difficulté, mieux gérer le conflit, connaître la personne, etc. On est depuis 5 ans, toutes les formations de l'INSEP tournent autour de ça. Donc, ça prouve qu'il y a un vrai besoin et que ce n'était pas du tout le cas avant. Si je peux me permettre, Sébastien, il faut peut-être qu'on prenne quelques questions parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur pourquoi ne pas laisser le temps à d'une stratégie de management.
Cela interroge sur la valeur de la médaille. J'aimerais beaucoup avoir l'interprétation de cette personne. Donc voilà, on attend vos interventions. Si vous... Emmanuel veut peut-être nous dire ce qu'elle souhaitait dire sur la valeur de la médaille. Oui, parce qu'en fait, ça interroge sur les moyens et la finalité. Si la finalité, c'est simplement, c'est l'image de la France, ok, mais derrière le sport, moi, j'entends aussi valeur humaine et on vous entend pas bien. Ça coupe. Équipe, et pourquoi s'attacher qu'aux médailles? Je répète. Alors moi je vais vous répondre assez clairement là-dessus. Je vais me permettre de quoi, Seb, tu pourras peut-être rajouter quelque chose. Ce qu'il faut voir, c'est que le sport de haut niveau, en tout cas le sport professionnel et le sport de haut niveau sont des domaines à part. Je ne ferai jamais l'apologie personnellement, et pourtant j'en suis un, du sport de haut niveau, parce que le sport de haut niveau n'a pas les mêmes valeurs que ce qu'on peut imaginer, qui sont de dire que le sport santé, qui est bon pour la santé, qui est bien pour la cohésion, l'important, c'est la performance et uniquement la performance. Et là, ce que je vais vous dire, ça peut être interprété comme je suis un fou et surtout, ça peut aller très loin. Mais il faut mesurer mes propos, mais nous ne sommes que des machines à faire des médailles. C'est la réalité du sport de haut niveau. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on fait où on met notre corps, on met notre personne à disposition pour pouvoir aller le plus loin possible et pousser la machine le plus loin possible afin d'avoir une médaille. C'est un rêve personnel, souvent. C'est un rêve personnel d'un sportif. Alors, ça peut être pour lui se prouver des choses, ça peut être pour prouver des choses aux autres, ça peut être pour plein de raisons. Ces raisons sont personnelles à lui-même et c'est à lui de les mettre en place. Mais le sport de haut niveau, moi, personnellement, j'en ai jamais fait un exemple. Un exemple de réussite, oui, mais c'est exactement la même chose si on prend l'exemple de la réussite, qu'on prend un grand patron d'entreprise, qu'on prend quelqu'un qui fait quelque chose dans l'excès. Tout ce qu'on fait dans l'excès dans ce monde n'est pas bon. Donc ça, je suis désolé, c'est la petite aparté, mais boire de l'alcool dans l'excès, c'est pas bon. Fumer dans l'excès, c'est pas bon. Tout ce qu'on fait dans l'excès, c'est pas bon. Le sport de haut niveau dans l'excès, c'est pas bon, oui. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est la performance qu'il y a au bout. C'est comme pousser une machine, une Formule 1 à fond, ou à emmener un avion, ou aller sur la Lune, ou faire des choses comme ça. C'est des choses qu'on fait parce que c'est exceptionnel et on pousse la machine. Maintenant, quand des enfants viennent me voir et qui me disent « Est-ce qu'il faut que je fasse de la compétition? Est-ce qu'il faut que je sois très fort ?» Je dis « Non, il ne faut rien. Il faut que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire. » Maintenant, si tu choisis de faire de la compétition, et ce que je dis, c'est qu'il faut donner les réalités derrière. C'est que la compétition, ça détruit plus que ça construit. On apprend beaucoup de choses sur soi-même, certes. Mais aujourd'hui, mon corps est très abîmé parce que j'ai fait de la compétition de haut niveau. J'ai détruit, je pense, dans la construction de moi en tant que sportif de haut niveau, comme le dit Sébastien très bien, de nombreuses relations, que ce soit d'entourage familial, amitié, de compagne, de choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui bouffe beaucoup de choses autour de soi. C'est quelque chose qui est... voilà, on le voit d'ailleurs sur les grands chefs d'entreprise qui ont réussi, qui sont patrons du CAC 40, qui ont des grands postes à responsabiliser sur plein de choses assez exceptionnelles. Il y a plein de gens qui les envient parce qu'ils gagnent des milliers, voire des millions d'euros par an ou par mois. Mais n'empêche qu'on ne voit pas ce qu'ils perdent pour pouvoir avoir ça. Et ben, c'est toujours la réalité. Donc, on s'interroge sur les valeurs de la médaille. Les valeurs, elles sont là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on perd quand on veut faire quelque chose comme ça. Tout le monde peut réaliser son rêve, c'est ce que je dis souvent. Tout le monde peut réaliser son rêve. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour réaliser votre rêve. Pour compléter ce que dit Charles, pour compléter juste ce que dit Charles, et ça va vous sauter aux yeux. Les Jeux paralympiques de Tokyo, le résultat des médailles, le ministère nous avait demandé de réaliser 35 médailles, dont certaines d'or. La finalité, nous avons fait 45 médailles. Si on regarde brut le résultat, on peut se dire fabuleux, la France est fabuleuse, vous avez fait des médailles dans tous les sens. La résultante, le directeur technique national de la Fédération handisport a été limogé, faute de résultats. Donc, ce que je vous explique, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'était un ami proche. On lui a demandé de partir
parce que les résultats, si on creuse un petit peu, n'étaient pas si bons que ça, mais malgré tout, largement au-dessus des résultats demandés par le ministère. Donc, vous voyez que c'est vraiment incongru parce que vous travaillez pendant 4 ans, vous pensez avoir réussi et vous sortez des Jeux, tout le monde vous félicite et 1 mois après, on vous limoge. C'est actuellement, en tout cas, le système français qui est assez difficile. Et comme le dit Charles, j'avoue que Paris 2024 met une pression certaine sur les épaules des staffs et des sportifs. Et c'est très, très pesant. C'est vraiment très, très pesant. Parce qu'on s'y est pris beaucoup trop tard. Comment ? Parce qu'on s'y est pris aussi beaucoup trop tard. Ce qui se passe, c'est que les moyens, on ne s'imagine pas ce que ça coûte en France d'avoir un champion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système français, on a pu le dire, donc là je vais vous laisser poser des questions parce que mon objectif, ce n'est pas non plus de monopoliser ultra la parole, mais j'essaie de reprendre un peu des bases. Le système français, c'est donner de l'argent à des associations ou à des fédérations qui, elles, payent un staff, qui entraînent le sportif. Le sportif, en gros, ne touche jamais directement de l'argent de l'État. Aux États-Unis, vous êtes champion, un grand champion ou dans l'avenir d'un grand champion, on vous donne 200 000 € et on vous dit maintenant tu t'entraînes et tu fais ce que tu veux. Une fois que tu as cette somme-là, tu peux te dire t'es riche. Mais sauf qu'aux États-Unis, tu payes ton entraîneur, tu payes ton préparateur physique, tu payes tout le monde. Ce qui fait que tout le monde en vit beaucoup mieux parce que tout le monde est payé à sa juste valeur. C'est-à-dire que si tu es un bon entraîneur, tu as des sportifs qui viennent te voir. Tu n'es pas payé par un club 1 500 € par mois, comme l'est payé actuellement mon coach, pour entraîner 4 sportifs de très haut niveau qui sont les 4 médaillés paralympiques. Il est payé quand même 1 500 €, c'est son salaire fixe, et il a une prime de 400 € par mois. Ça lui fait 1 900 €. On habite à Antibes, pour vous dire. Donc, rien que le prix d'un loyer, c'est déjà la moitié de son salaire. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Ce n'est pas du tout le même système. Et donc, je pense qu'on ne s'y est pas pris assez en avant. On n'a pas mis assez d'argent sur la table. À chaque fois, on parle de millions et que ça coûte des millions. Mais la performance coûte très cher. Et ça, en France, on n'a pas la culture de la performance. Et on l'a très bien entendu à travers ça. On n'a pas la culture de dire c'est bien quand on réussit. Et pour vous donner un autre point qui est vraiment important, c'est la reconversion des sportifs de haut niveau. Et ça, Sébastien, tu pourras en dire quelques mots. Bien sûr, les entraîneurs et les managers ne sont pas du tout traités à leur juste valeur. Aujourd'hui, ils n'ont pas de médaille. Quand nous, on gagne une médaille, eux, ils n'ont pas de médaille. Les primes sont ridicules par rapport à l'investissement qu'ils ont mis. Mais un sportif de haut niveau qui veut se reconvertir, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays anglo-saxon, on va lui dire tu es champion paralympique ou tu es champion olympique. Donc, tu as une vraie expertise de quelque chose. Tu as montré que tu avais réussi à faire quelque chose. Donc, ça vaut une expérience. Et ça nous permet de te donner la confiance pour aller plus loin dans une entreprise ou dans l'État, etc. Un athlète paralympique ou olympique, mais paralympique encore pire, comme dans certains sports qui sont moins connus, une fois qu'il a fini, tu as beau avoir été champion paralympique, tu n'es qu'un athlète. Quel diplôme tu as ? J'ai pas de diplôme. Tu n'avais qu'à en avoir. Mais oui, mais moi, je me suis entraîné toute ma vie pour être champion paralympique et j'ai réussi à le montrer. Et c'est ça que se heurte beaucoup de mes collègues. Moi, j'ai eu la chance de faire des études, mais il y en a beaucoup qui arrêtent de faire des études parce qu'à un moment donné, faire du sport de niveau, c'est des choix. Mais derrière, il faut les assumer, les choix. Quand on arrive et qu'on a 30 ans et puis qu'on n'a pas de travail et qu'en France, on ne nous donne pas aujourd'hui vraiment la réelle capacité d'avoir un poste à l'échelle de ce qu'on a fait pour la France, ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, c'est pas, je veux dire, ça commence à évoluer, mais il y a encore des montagnes à franchir. Alors, ce que je vous propose, on a essayé pendant tout le mois d'innovation publique de vraiment être garant des timings. Là, il est 16h30. Ce que je vous propose, c'est de prendre une dernière question, d'y répondre très brièvement et après que les participants puissent écrire sur le chat un mot pour nous dire la conclusion de cette conférence et ce qu'ils ont pensé de cette conférence. Est-ce que ça vous va de répondre en quelques mots à une dernière question ? Alors, les deux, une question, peu importe les deux questions, les dirigeants de la fédération sont-elles des personnes handicapées ? Automatiquement, dans les statuts, la présidente doit être une personne en situation, la présidence doit être une personne en situation de handicap actuellement. Handicap moteur, je signale bien. La Fédération française handisport, ce sont toutes les personnes de handicap moteur et sensoriel, donc sourds ou déficients visuels. Le handicap mental est géré par une autre fédération. C'est deux choses bien différentes et bien distinctes. Et donc, oui, il faut être en situation de handicap pour être à la présidence de la fédération, mais après, pour être dirigeant dans une association
dans un comité régional ou départemental handisport, pas du tout. Tout le monde peut y venir. Donc, le constat pour moi est différent dans chaque pays. On a une manière très différente dans les pays anglo-saxons par rapport à la question de Marie de gérer et le management. C'est ce que je disais. Il y a une importance qui est beaucoup plus importante dans les pays anglo-saxons aux managers et aux organisateurs. Les entraîneurs sont beaucoup mieux payés, sont beaucoup plus valorisés. Maintenant, le résultat compte beaucoup plus au sportif et c'est le sportif qui choisit les personnes avec qui il travaille et qui les rémunère. Donc, ça change quand même beaucoup le système. Maintenant, voilà, tous les systèmes ont des failles et les anglo-saxons sont beaucoup en train de s'inspirer de nos systèmes parce qu'ils se rendent compte que des fois, ils ont des soucis. Et pour clore, ça sera mon mot, comme ça je passerai la parole à Anne-Laure. C'est le mot qui est le leitmotiv pour moi, en tout cas, c'est prendre du plaisir. Et donc, dans tout ce que l'on fait, en tout cas, dans tout le management que je propose actuellement et mes choix de quitter les équipes de France pour partir sur le grand public, c'est le plaisir. Et donc, j'avoue que le plaisir n'y est presque plus par rapport à tout ce qui est management de haut niveau actuellement et ça sera peut-être de plus en plus difficile. Donc, voilà. Si j'ai un mot à dire par rapport au manager et à l'équilibre du sport, c'est le plaisir. Alors, Sébastien, tu fais une très belle transition puisque notre dernière conférence du mois de l'innovation publique portera sur le plaisir intérieur brut et le plaisir au travail. Donc, voilà, on a intégré cette notion dans le mois de l'innovation publique. Merci à tous. Merci à vous, Charles et Sébastien. N'hésitez pas à mettre un mot ou deux sur votre avis de cette conférence. Il reste encore quelques événements jusqu'au 30, donc n'hésitez pas à participer aux événements qui nous restent à vous proposer. Merci beaucoup. Juste oui. Pour ceux qui auraient des questions et qui n'ont pas pu les poser, parce que ça arrive toujours, ou qui n'ont pas osé poser la question, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter avec Sébastien. Et sinon, sur les réseaux sociaux, je suis sur tous les réseaux sociaux, du réseau social pour les plus jeunes aux plus vieux. Donc voilà, vous pouvez nous contacter n'importe comment, par mail, même par pigeon voyageur, ils arrivent. Et voilà. Charles, tu disais tout à l'heure que tu mettrais le lien dans le chat d'une vidéo. Oui, je l'ai mis. Voilà. Super. C'était mis et la visio a été enregistrée. Elle pourra être revisionnée à l'issue du MIP, comme toutes les conférences du MIP. Merci à vous tous. Merci beaucoup.